Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Haricots Verts François-Charles Pluquin. Bonjour François-Charles. Bonjour Pauline et bonjour à toutes les auditrices et auditeurs. T'as bien fait de commencer par auditrice parce qu'on en a pas mal. Alors François-Charles, je suis ravie de te recevoir parce qu'on va parler d'un sujet, comme je te disais quand on a préparé, que beaucoup d'auditeurs m'ont susurré à l'oreille en me disant le lien couleur, parfum. Et on m'a reproché aussi que sur Haricots Verts, on ne parlait pas beaucoup de couleurs dans nos intérieurs, d'associations de couleurs, etc. Donc franchement, je suis ravie parce que c'est un peu tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais que tu puisses nous expliquer ton parcours qui est pour moi hyper intéressant, de la couleur au parfum, mais j'aimerais bien que ce soit toi qui le raconte avec les études que tu as fait et comment tu as cheminé jusqu'à chromaturgie. Alors je vais essayer d'être synthétique. En fait j'ai un parcours qui est plutôt transversal et une pratique qui l'est également. En fait j'ai fait des études d'art plastique, donc j'ai un master 2 en art plastique. À l'époque j'étais assez mal à l'aise avec les couleurs lors de mes études. En fait il faut dire que j'ai commencé par apprendre la photographie et la lumière à Saint-Luc à Tournai. Ensuite, j'ai enchaîné avec 5 ans aux Beaux-Arts. Et puis, très vite, en fait, j'ai fait du merchandising pour différentes enseignes. J'ai travaillé dans le luxe, voilà. Et puis un jour, je suis arrivé, enfin, presque malgré moi, marchand de couleurs pour les peintures Ressources, un éditeur de peinture haut de gamme. Donc, le marchand de couleurs, c'est celui qui crée, qui fabrique et qui conseille la couleur en décoration d'intérieur. J'ai pratiqué pendant 10 ans, enfin plus de 10 ans, le conseil couleur à distance, en boutique et à domicile. Euh, et puis parallèlement, en fait, j'ai toujours été extrêmement sensible et intéressé au sujet du parfum. Et puis un jour, une cliente m'interpelle dans la rue, me reconnaît, me félicite sur le conseil que j'ai pu lui apporter et puis me fait une réflexion en me disant que je lui ai conseillé une couleur comme on conseillerait du parfum. Et en fait, j'ai eu cette étincelle. Ça, comment dire, ça a éveillé en moi une curiosité et j'ai cherché à relier donc ma passion qui était le parfum et mon métier de la couleur. C'est là que j'ai, après énormément de temps et d'essais, créé la technique de chromaturgie. Donc une technique qui consiste à traduire les couleurs en parfum d'intérieur. Génial. Bon, donc on va parler de tout ça. Je voudrais déjà qu'on commence par quelque chose de basique à reposer. Quand on a préparé, tu m'as parlé du métier de coloriste. J'aimerais que tu puisses m'expliquer comment tu as travaillé cette perception de la couleur et comment tu peux nous définir le métier de coloriste. Le coloriste, en fait, est une personne qui va maîtriser les harmonies de couleurs, donc les associations de teintes, pour que un décor, une toile ou un projet artistique puisse fonctionner en harmonie de couleurs. Euh, le coloriste aussi maîtrise la lumière, les contrastes et les nuances. En fait, il faut savoir qu'une couleur apparaît uniquement au travers de la lumière qui s'y projette. Donc une même couleur peut se décliner en énormément d'intensité et de nuances en fonction de la lumière qui s'y projette. Et puis le coloriste travaille sur les ambiances, les émotions, voilà, en créant des effets de profondeur et d'association de couleurs. Alors pour ma part, c'était en décoration d'intérieur. Ça s'applique un peu à tous les domaines d'expression. Voilà. Donc en fait, la pratique de la colorimétrie, c'est la maîtrise des couleurs, savoir comment elles sont perçues, mesurées, combinées et utilisées entre elles. Quand on a préparé l'enregistrement, tu m'as dit quelque Oui. chose qui m'a frappé, c'est que tu voyais pas les couleurs comme tout le monde en fait. Toi, tu voyais des choses derrière ça. Donc au-delà de l'esthétique, t'avais perçu d'autres choses, presque. Moi j'ai mis ça presque un langage. Je voudrais comprendre comment ça se fait, comment toi tu lis les couleurs et comment tu l'utilises dans ton quotidien, dans les conseils que tu donnes, dans tes métiers, etc. Alors il y a une logique chromatique. On va parler de famille de couleurs.
Voilà, il y a les tons chauds, les tons froids. En fait, suivant la couleur qu'on va utiliser, on va utiliser certaines caractéristiques par le message qu'elles veulent nous transmettre. En fait, les couleurs influencent notre perception. On le voit dans l'histoire de l'art, dans la publicité, voilà, dans notre quotidien. Elles ont aussi le pouvoir de communiquer sans mots. C'est d'ailleurs le fond du travail de la chromaturgie. J'essaie qu'une personne puisse pressentir un parfum au travers de la couleur. Euh, voilà. Après, il y a des significations culturelles, évidemment. On sait qu'on ne va pas utiliser les mêmes couleurs à Lille ou à Marseille. Et puis, on n'aura pas la même lecture, la même sensibilité de la couleur en Inde ou en France. En fait, il y a énormément de caractéristiques qui font que la couleur est un langage qui, je dirais, est très personnel. Ma façon de travailler et de conseiller la couleur, c'est d'abord l'écoute. C'est-à-dire que je vais me mettre dans une condition en dehors de l'affect, en dehors du goût. Je vais écouter ce qu'attend la personne de la couleur et puis je vais lui répondre, comment dire, au travers d'une gamme de couleurs qui sera totalement adaptée à son intérieur, à la lumière qui entre et surtout et avant tout à son goût et à sa façon de vivre. Ok. Est-ce que tu peux rappeler pour les auditeurs et pour moi qui suis pas super forte, ton chaud, on est sur quelle palette? Ton froid, t'entends quoi? Parce que franchement, j'ai l'impression qu'on entend un peu de tout. En fait, un ton chaud est considéré en tant que tel à partir du moment où il sera constitué d'une part de rouge. Alors, étrangement, un bleu peut être considéré chaud, et puis un rose peut être considéré froid parce qu'il est nuancé de bleu. En fait, la famille de couleurs, c'est une opposition entre voilà, des couleurs qui sont franchement chaleureuses et donc rougissantes, ou au contraire prononcées et clairement rangées du côté des bleus parce que de nuances beaucoup plus froides. En fait, pour créer n'importe quelle couleur, on part de trois couleurs primaires. Donc il y a le rouge, le bleu et le jaune. Voilà. Si on mélange deux de ces composants, alors on obtient une nouvelle palette. Et c'est ça qui est magique avec la couleur, c'est qu'en fait elles sont multiples et que la gamme, la palette est presque infinie. Donc après, en décoration d'intérieur, on va utiliser des tons chauds plutôt sur des pièces orientées nord si on veut compenser le manque de chaleur. Et inversement pour les tons froids. Il y a une vraie logique chromatique qu'on peut connaître, qu'on peut maîtriser, mais dont on a le droit aussi de s'affranchir sans aucun problème. D'accord, ok. Alors, comme tu parles du cercle chromatique, j'avais entendu parler que c'était intéressant de justement prendre la couleur opposée pour faire des contrastes. Est-ce que ça, enfin, notamment dans le marketing, les titres, sur la communication, etc. Est-ce que ça, c'est des choses aussi que tu utilises? Prendre la couleur opposée pour créer des contrastes ou en déco d'intérieur et dans toi, ton usage de la couleur, pas tellement, c'est plus des trucs marketing. Alors disons que j'ai moi une préférence pour les progressions chromatiques. C'est-à-dire qu'on va choisir un endroit du cercle chromatique et puis se déplacer gentiment à droite ou à gauche de la couleur d'origine. Ça crée des harmonies très douces. Je pense qu'en décoration, on a quand même besoin de repos, de réconfort et d'une forme de stabilité. Euh, En fait, quand on prend une couleur opposée dans le cercle chromatique, on parle de couleurs complémentaires. J'ai l'habitude de dire aussi que les couleurs complémentaires complimentent voilà, son opposé. En fait, on dit souvent que les couleurs sont amies de leurs voisines et amoureuses de leur contraire. C'est vraiment l'idée. Ah, génial. Euh, En décoration d'intérieur, pour revenir sur le sujet qui m'amène ici, euh, les couleurs complémentaires sont, à mon sens, à utiliser de préférence en accent.
C'est-à-dire que si on est dans une uniformité, un camailleux, voilà, une progression chromatique logique et douce, il y a un moment où il faut créer un événement, un contraste, et donc c'est cette touche de couleur complémentaire qui viendra mettre en valeur le reste du décor. C'est comme un faire-valoir voilà, au thème global de décoration. Génial. Donc on peut dire que camailleux, c'est cette progression chromatique. Ça, c'est... Oui, en quelque Oui. sorte. Ok, top. Parce que ça, du coup, En fait, ça me un raccroche. camailleux va être une même couleur déclinée en différentes intensités. La progression chromatique va pouvoir décliner davantage. On dit qu'on rabat une couleur quand on la modifie. Voilà, on va pouvoir utiliser un bleu ciel, par exemple, et puis la rabattre avec une pointe de jaune pour qu'elle vire au turquoise et l'associer comme ça de façon logique et harmonieuse. Génial. Tu parles d'harmonie des couleurs, etc. Un point qu'on me remonte souvent sur la couleur végétale, tu vois, notamment sur les teintures, etc., c'est que naturellement, toutes les couleurs sont harmonieuses entre elles. Il n'y a rien qui choque. Est-ce que ça, toi, tu l'as déjà constaté ou tu... Bon, je ne sais pas si tu... On en parlera si tu côtoies la couleur végétale, mais c'est un des points que quasiment tous mes invités ou les gens qui observent la couleur végétale relèvent. Cette harmonie naturelle, quelle que soit la couleur qu'on travaille, quand elles sont naturelles, elles fonctionnent bien entre elles, elles sont harmonieuses. T'as un avis là-dessus? Oui, on peut dire que la nature est bien faite. Voilà. Effectivement, il faut de nouveau, comme je le fais en décoration d'intérieur, euh, se positionner comme un spectateur. Il suffit d'observer les choses et en fait d'être obligé d'admettre que la nature a déjà fait tout le travail. Euh, en fait, j'ai de nouveau coutume de dire que je travaille en collaboration avec la nature. C'est-à-dire que quand je conseille la décoration d'une pièce, je prends avant tout en considération ce qui va se passer au-delà de la fenêtre. C'est-à-dire que l'environnement va nous dicter, va nous conduire vers le bon choix de couleurs. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, on n'utilisera pas les mêmes couleurs suivant la région dans laquelle on vit. En fait, les choix de couleurs sont souvent une réponse à notre environnement. Euh, pour ensuite essayer de répondre à la question d'erreurs d'association, je dirais qu'en en couleur et en décoration, il n'y aura pas d'erreur à partir du moment où on se fait plaisir. C'est-à-dire que si notre œil nous dit qu'il y a harmonie, alors le tour est joué. Néanmoins, on va être plus ou moins sensible à ces harmonies chromatiques et puis plus ou moins doué aux associations de couleurs. C'est aussi pourquoi en fait, je considère mon métier comme quelque chose de très important. Le coloriste va venir guider et aller droit au but, éviter qu'une personne se perde dans les méandres des choix des couleurs et aille justement directement vers l'harmonie chromatique qui lui correspondra le mieux. Top. J'ai des questions sur les couleurs et les états, les émotions, les intentions et aussi la symbolique des couleurs parce qu'on ne l'a jamais faite sur le podcast. C'est-à-dire que je n'ai jamais associé une couleur à une symbolique, une idée, etc. Enfin, est-ce que ça, tu pourrais nous aider à faire un petit tour d'horizon pareil de globalement ce que renvoie telle ou telle couleur, toujours dans la déco d'intérieur si tu veux bien, parce que j'imagine que selon le contexte, ça ne veut pas dire la même chose, mais si on est voilà, dans un intérieur, on se projette, les gens veulent de plus en plus verdir dans le sens rendre clean leur intérieur avec des couleurs, que ce soit plus harmonieux, plus apaisant, tu l'as employé le terme. Qu'est-ce que tu vois là dans ces symboliques, ces intentions dans la couleur en intérieur? Donc, prenons d'abord en considération la lumière. On ne va pas faire n'importe quoi en fonction de la lumière. Si elle est puissante ou si elle est juste douce et diffuse, ou parfois uniquement artificielle, on ne va pas choisir la même famille de couleurs. En fait,
une heure ne serait pas suffisante pour résumer en gros le concept des couleurs et des émotions. Pour essayer de faire court et s'arrêter peut-être sur les couleurs primaires, alors on a le rouge, ça peut être la passion, le danger, l'énergie ou l'amour. Alors, suivant la destination, suivant la pièce dans laquelle on va le positionner, il aura un effet plus ou moins adapté. Évidemment, si on a des problèmes pour trouver le sommeil, on va éviter d'utiliser le rouge dans une chambre parce qu'il a tendance à exciter, à énerver et donc à stimuler un peu trop. Au contraire, le bleu, lui, c'est une couleur qui sera nettement plus adaptée au calme, à la sérénité. Voilà. Alors, si la pièce est peu exposée à la lumière, qu'on est orienté nord et que, je sais pas moi, on manque cruellement d'imagination, eh bien, le bleu peut aussi virer à la tristesse, à la mélancolie, et c'est aussi le risque à prendre. Euh, le contre-exemple, c'est d'éviter d'utiliser le bleu dans un bureau. Si on a besoin de se concentrer, le bleu, lui, va appeler à l'imagination, au rêve, voilà, Ah oui. les pensées vagabondes, et c'est pas forcément adapté à un bureau. Voilà. Et puis le jaune, qui serait la troisième nuance que j'essaie d'expliquer, lui, c'est la joie. En fait, il fait référence à la lumière, à la chaleur, il est très stimulant. Ce qu'il y a, c'est que c'est une sorte d'a priori. On ne va pas mettre un jaune dans une pièce sombre sous prétexte qu'on on a envie de l'éclairer davantage. En fait, on peut trouver beaucoup de nuances de bleu nettement plus lumineuses qu'un jaune franc, par exemple. Seulement, le jaune fait référence à la chaleur et à la lumière parce il vient nous faire penser au soleil sans pour autant avoir le même effet. Alors, c'est marrant parce que les couleurs dont tu prends les exemples, j'étais en train de réfléchir en me disant, est-ce que c'est fréquent d'utiliser le rouge dans des pièces? Tu vois, je réfléchissais là, le jaune, le bleu quand même plus. Tu vois, là, j'ai l'impression, alors pareil, je ne suis pas du tout dans ton domaine, mais j'ai plutôt l'impression que là, on est sur des... Quand tu vois le Pantone qui est sorti pour cette année, bon, blanc, on en parlera, on en parlera On après n'en si tu parle veux pas, bien. non. On Non. n'en parle pas. Tu fais partie de ces gens. Ouais, d'accord, ok. Bon, on n'en parle pas. Mais donc, j'ai plutôt l'impression qu'on est, tu vois, sur, par exemple, je sais pas, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, tout ce qui est un peu terracotta, terre, le vert. Tu vois, quelles sont les couleurs, on va dire, si tu peux en détailler, allez, sur les 3 dernières années, celles que tu as vues le plus, mais qu'on utilise, tu vois, pour citer le fameux verre que tu nous as conseillé dans notre cuisine, mais quel changement. Ce que je voudrais dire aussi par là, parce que c'est important de le dire, tout le monde n'a pas les mêmes talents, c'est ce que tu disais, dans la perception des couleurs, les harmonies, etc. Et je me souviens d'une question que tu avais posée, c'était qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre? Et tu vois, c'est hyper marrant que tu le dises ici, parce que Oui. ça date il y a au moins 4 ans. C'est exactement ça. Et là, enfin vraiment, on est pour parler d'un exemple d'un vécu, ce choix de vert, perfection. Et donc j'aimerais bien qu'on parle un peu du vert, qu'on parle un peu de la terracotta et d'autres couleurs que tu as conseillées ces dernières années. Voilà, parce que j'entends moins d'intérieur rouge, jaune, quand même un peu moins. Sauf si je vis dans ma bulle. Non, non, non. Alors, il y a des tendances, c'est une évidence. Quand je conseillais et que je vendais la couleur, j'observais une sorte de comique de répétition. C'était pour moi assez dommage. J'avais comme outil de travail une gamme de plus de 3000 références, et puis tout le monde se précipitait sur les mêmes nuances. En fin de compte, il y a le dictat du bon goût, quelqu'un qui va décréter que la nouvelle couleur sera celle-ci, et puis en fait cette couleur va descendre progressivement de designers extrêmement talentueux pour finir dans un marché de masse.
Mm. Et donc, il y a comme ça des tendances très très fortes, ce qui fait que souvent je me retrouvais face à des photos d'intérieur que je pouvais parfaitement dater. Alors, Ah ça ouais. surprenait beaucoup de mes clients, mais il suffisait que le mur soit taupe ou que la chambre soit d'un bleu canard, par exemple, pour que je sache exactement quand est-ce que la déco avait été faite. Et pour ce genre de profil, justement, j'essayais d'aller un petit peu au-delà des attentes des clients parce qu'ils venaient avec des idées très préconçues. Euh, Par exemple, voilà, je souhaite un salon terracotta. La vraie question à se poser, c'est est-ce que cette nuance est adaptée à la pièce et pas tant est-ce qu'il s'agit de la bonne tendance, etc. Bon. En fait, tout est question de choix et d'opinion très personnelle. Euh, des tendances, il y en a, c'est évident. En fait, je fais partie du Comité français de la couleur et j'étais pas plus tard qu'hier à Paris pour, dans le cadre d'une réunion de prospective. En fait, on a réfléchi tous ensemble aux tendances à venir. Donc, on en est en fait au printemps-été 2028. Donc, on a un petit temps d'avance, mais où je pourrais vous prédire Oh, le l'avenir avec les teasing de couleurs. malade! Oui, mais non. Enfin, quoique. Euh, et Tu le diras à la fin, comme ça les je gens vais dire resteront à la jusqu'au fin, bout. voilà. Ouais, super. Il n'y a pas de problème. Mais alors, les couleurs que j'ai vendues sont des couleurs qui sont hors tendance. Moi, j'aime l'intemporalité. J'aime j'aime les associations plutôt, je dirais, singulières. Néanmoins, je ne pouvais pas refuser un choix très, très clair d'une couleur qui était très tendance. Simplement, je prévenais sur l'effet de ces couleurs et peut-être sur le fait qu'elles puissent lasser très très vite. Voilà. Alors, le terracotta est considéré comme un rouge, même s'il est très rabattu, assez terreux et plutôt éteint. Il fait partie du côté chaud du cercle chromatique. Ce qui se passe, c'est que dans les années 90, on a mis du saumon partout. Un jour, on l'a renommé pêche, et puis en 2020, on a dit que c'était terracotta parce que ça faisait plus cool. Bon. En fait, tout ça n'est qu'une répétition de codes très très forts. Voilà. Si aujourd'hui le terracotta était nommé saumon, je suis pas sûr qu'il ait le même succès. Euh, voilà, et ça vaut un peu pour toutes les couleurs. Ce retour du vert, c'est assez intéressant de le souligner. En fait, donc j'ai commencé à conseiller la couleur il y a peut-être 14 ans, 14-15 ans, et à l'époque, le vert portait malheur. Alors, pour la petite anecdote, ça date de l'époque de Molière. Pour teinter les vêtements, on utilisait pas mal de produits. Et pour fixer le verre, on avait besoin d'arsenic. Ce qui se passe, c'est que sous les feux des projecteurs et sur scène, les acteurs qui portaient du verre portaient aussi un peu d'arsenic. Et en fait, dans l'effort et à cause de la sueur, l'arsenic passait dans le sang et certains en sont morts. D'où cette légende qui veut nous faire croire que le verre porte malheur. En fait, c'est un a priori qui est très très ancien et qui a perduré comme ça pendant des années. Voilà, il y a 15 ans, on adorait le verre chez les autres, mais certainement pas chez soi. Je passais des mois entiers sans ne vendre jamais aucun verre. Et puis un jour, voilà, il y a Sarah Lavoine qui est arrivée et puis qui a proposé des verres. Et, euh, et puis, ça a touché le grand public. Et ces mêmes personnes qui ont détesté le verre parce qu'il portait malheur, parce qu'il donnait mauvaise Mm. mine, se sont mis à l'adopter et à penser profondément qu'il s'agissait de leur couleur et qu'il s'agissait vraiment de leur personnalité. Donc il y a une histoire aussi d'époque, d'actualité qui fait qu'on va plus ou moins accepter d'adopter telle ou telle nuance de couleur. De nouveau, je crois que
tendances sont une réponse à l'environnement et également à l'actualité. C'est trop bien. J'ai deux questions à te poser. La première, d'abord sur le nom des couleurs. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, le nom de la couleur te renvoie, tu vois, à un voyage, à un truc, ça appelle quelque chose chez toi. Et ce qui est hyper drôle, c'est que j'ai fait un épisode avec Dominique Cardon, donc historienne de la couleur, enfin, tu vois, qui a retrouvé les nuanciers des teinturiers de l'époque, donc 18e siècle. Et chaque couleur avait des noms incroyables. Genre, alors je vais pas savoir te retrouver les noms, mais des trucs improbables, genre sang de perdrix, vert prairie, ou des noms, mais bon, désolé Dominique, je n'ai pas les bons termes, mais des trucs improbables. Et je me dis que peut-être aussi ça a influencé à l'époque les gens par rapport au choix des draperies, etc. Donc ça, c'est le premier truc que je voulais te dire. Deuxième question, c'était, est-ce qu'on est influençable dans le sens, on veut du terracotta parce qu'on veut copier l'intérieur des autres ou parce qu'en fait, quand on va dans nos magasins de déco, on ne trouve plus que ça. C'est quoi le... Tu vois, parce que moi, quand j'ai voulu mettre du terracotta dans une des pièces, bah, c'est parce qu'en fait, bah, je voyais plus que ça partout. Tu vois, dans tes sites, même les sites anglais, hein, tu vois, même si tu regardes pas que France, tu trouves partout la même couleur au même moment. Même tes meubles, tout est décliné. L'ameublement, parce qu'on a pas mal de personnes qui travaillent à l'ameublement aussi. L'ameublement, les coussins, les draps, enfin, bah, en fait, t'en trouves partout. Donc, à un moment, tu veux que ce soit cohérent. Donc, c'est quoi? C'est on est influençable ou on est influencé par justement, comme tu dis, des gens qui bah, proposent des tendances. Est-ce que tu sais un peu entre la poule et l'œuf, on en est où, quoi? En gros, c'est ça? Une fois, j'ai entendu une phrase très dure qui disait que la tendance était réservée aux feuilles mortes. En fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que succomber à la tendance, c'est un non-choix. C'est consommer ce qu'on veut bien nous proposer. En fait, comment dire, il y a un marché de masse, et puis il y a du marketing évidemment au travers de la couleur. En fait, ce qu'on va proposer dans les boutiques, c'est un travail de longue haleine d'appropriation de la couleur qui fait qu'un jour, voilà, on va s'orienter vers cette nuance et puis elle va se retrouver sur absolument toutes les déclinaisons d'objets de décoration d'intérieur. Euh, En fait, il faut simplement se dire qu'on peut accepter le fait d'être dans une tendance et donc de répondre à cette tendance en consommant la couleur qu'on nous propose, ou on peut aussi se compliquer la vie en quelque sorte en allant au-delà de cette tendance. Alors, au-delà ou en rétroaction, je dirais, c'est-à-dire que on peut tout à fait aujourd'hui se créer un intérieur typé années 50 par exemple, en utilisant les codes couleurs de l'époque, et puis en rachetant des meubles d'époque, en les récupérant de ses grands-parents, etc. Donc, on peut s'imaginer un décor futur parce que, je sais pas moi, l'exploration de la Lune, le retour à, au, comment dire, à la préhistoire ou je ne sais quel sujet. En fait, n'importe quel point de départ est un prétexte à un code de décoration. J'ai, par exemple, déjà conseillé et décoré des maisons entières à partir de l'écharpe de madame ou d'une pochette d'un vinyle. Et ça, en totale abstraction de la tendance et voilà, du dictat de la décoration. Euh, je ne sais pas si je réponds à la question. Ah, En tout cas, en je fait, je pense réfléchis qu'il à n'y a pas voix haute. de... Ouais, il n'y a Mm. pas de... En fait, il y a pas... Il y a les deux, en fait. C'est ça que tu es en train de dire. C'est on est Il y a plusieurs influençable par les écoles. couleurs qu'on voit partout, mais on peut aussi casser les codes et partir d'un objet, d'un univers qui nous plaît et créer notre propre couleur. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. C'est Ouais, un constat, en fait. Ça je part peux des quand deux. même ajouter que la tendance est devenue mondiale, ce qui est assez inquiétant. C'est-à-dire qu'on lisse au maximum les choses pour que tous les fabricants s'orientent vers les mêmes nuances, pour que partout le chiffre d'affaires soit optimisé. Et il y a encore 30 ou 40 ans, la décoration d'intérieur était
quelque chose d'assez particulier à chaque région, à chaque pays. Aujourd'hui, on peut quand même considérer la tendance comme comment dire, un phénomène mondial. Alors, ça doit être dû aux réseaux sociaux, à la communication omniprésente. Voilà. Il y a, euh, il y a cette impression que on croise les mêmes personnes, on voit les mêmes couleurs et on décore son intérieur un peu partout dans le monde aujourd'hui. En tout cas, si on succombe à la tendance. D'ailleurs, moi, le mot tendance, je l'évite. Vraiment, je fais en sorte de passer à côté parce que justement, mon travail est d'aller créer des harmonies de couleurs plutôt inattendues, nettement plus personnelles et moins en relation avec le marché. Alors là, je reprends 2 secondes ma casquette de chef de produit. Tu sais, quand je bossais chez Auchan dans l'univers du jardin, moi, ma réponse à cette question, c'est que comme tout est fabriqué en Chine, pour toutes les enseignes de grande distrie, et ben en gros, si tu as des verres qui arrivent en Chine et que tout le monde, que ce soit toutes les enseignes de grande distrie, s'approvisionnent en Chine, parce qu'il y a aussi ça, donc la mondialisation, et ben c'est ça qui fait que tu as la même couleur partout. Et tu vois, même dans l'univers du jardin, je me souviens qu'on suivait alors je sais pas comment ça s'appelle, un cabinet de tendance, je pense que c'est ça. Nous, on en avait un spécialiste de l'univers du jardin, tu vois, je savais même pas que ça pouvait exister. Et en fait, le mec reprenait les tendances, donc on a parlé tout à l'heure du Pantone, il y avait des tendances matières, etc. Et nous faisait en vertical des teintes, tu vois, sur le mobilier de jardin, sur la poterie, sur des trucs complètement improbables. L'outillage de jardin, s'il te plaît, les petits grattoirs et machin. Et ça allait jusque-là, tu vois. Les tabliers, les gants pour les femmes, etc. au jardin. Et je me dis, mais attends, mais là, ça vient même jusqu'ici, quoi. Il y a, même jusqu'au jardin, on est influencé comme ça par la couleur. Donc pour moi, c'est aussi une question de mondialisation. Et puis alors, je redis un truc ici, je me permets, c'est que il faut prendre conscience aussi que toutes nos couleurs sont des couleurs de synthèse dérivées du pétrole, que ça se produit en Chine, et la couleur est produite en Chine, et c'est les Chinois qui nous font tous nos produits aussi. Il y a ça aussi, donc j'ai un peu l'impression que quand tu dis cette tendance mondiale, elle est lissée, bah forcément, si tout le monde s'approvisionne au même endroit, bah c'est plus simple pour eux de proposer que quelques couleurs. Après, je pense qu'il y a quand même des nuances par marché. Parce que je me souviens, pareil, il y avait des couleurs qui ne plaisaient pas à un marché, par exemple, européen ou américain. Mais globalement, comme tu dis, on se retrouvait tout le temps sur les mêmes couleurs, quoi. Alors, il faut quand même savoir que la couleur est par définition polluante. Euh, En fait, plus on va proposer une gamme élargie de couleurs, plus ça va engendrer d'essais, de chimie, et j'en passe. En fait, même numériquement, aujourd'hui, si on prend un fichier image assez lourd, qu'on l'envoie à son imprimeur, euh, en fait, tout ça va consommer des datas, donc de l'énergie, et donc même virtuellement polluer le système. Je crois qu'il y a un petit peu de ça aussi. C'est-à-dire que l'uniformisation est une forme, en quelque sorte, de réponse, de prise de conscience d'un marché qui est saturé, qui a été saturé et qui se doit aussi comment dire, de De pas créer devenir un trop de peu plus frais. responsable. Ouais, Voilà. ouais, d'accord, On est un ok. petit peu tous ensemble dans dans la même galère, j'oserais dire. Ces tendances sont certainement une réponse logique à une inquiétude écologique mondialisée. Ouais, puis il y a une volonté de faire moins de coûts. Parce que comme tu dis, un catalogue Exactement. avec plein de couleurs, une production Oui, de plein de batchs de couleurs, bah, c'est plus oui, cher. Donc bah voilà, ils pensent aussi, on va pas se mentir, c'est très mercantile tout ça, ils pensent oui. aussi à cette notion-là. Mais hyper bonne remarque sur le numérique, on m'en avait déjà parlé, mais tu vois, il faudrait creuser. Bon alors si on revient à nos symboliques des couleurs, je voudrais parler de ce vert. Parce que tu m'avais dit un truc incroyable, tu m'avais dit, je voulais je voulais mettre du vert dans ma salle de bain, parce que D'accord. j'adore les plantes, je pense que ça se voit. Et tu m'avais dit, attention, ça donne mauvaise mine.
Tu vois, c'est pas recommandé, ça donne mauvaise mine. Et ça m'avait intrigué ce truc. Je m'étais dit, et tu vois, je me posais la question. Est-ce que tu as d'autres... Enfin voilà, donc dans une salle de bain, tu me disais que c'était pas trop recommandé. Dans une pièce à vivre avec une vue ouverte sur le jardin, on reste, comme tu dis, dans une progression chromatique, ça reste cohérent. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les verres qui ne portent plus malheur d'ailleurs? Euh, En fait, pour reprendre l'exemple de la salle de bain, tout dépendra du choix du verre. Alors les verres sont multiples, hein. Ils peuvent être très pâles, assez foncés, franchement expressifs. Tout dépendra donc du choix du verre, qui sera plus ou moins adapté à la salle de bain. Tout dépendra, encore une fois, et avant toute chose, de la lumière qui s'y projette. Euh, donc pour essayer d'expliquer concrètement le problème, imaginons un verre très franc, presque signalétique, sur un mur qui vient recevoir aussi le miroir et qui en plus est illuminé chaque matin. Bon. Il suffit que madame ait l'habitude de se maquiller, par exemple, pour qu'il y ait un très très gros problème. En fait, il y a un phénomène qui s'appelle métamérisme. C'est la lumière qui se projette sur une couleur et puis qui rebondit sur le reste de la pièce et aussi du visage. Le vert donne mauvaise mine puisque naturellement il va faire ressortir les cernes, etc. Et puis on sera trompé sur le dosage De du fond de maquillage. teint par exemple Ah ouais. parce que la lumière on sera complètement modifiée et qu'on risque de sortir chaque matin de sa salle de bain complètement orange. Euh, donc effectivement, s'il y a une nuance, je dirais, à éviter en salle de bain et en fonction de la configuration, hein, bah, oui, ce serait le vert. Même si c'est une couleur très naturelle, elle est la bienvenue dans beaucoup de pièces et un peu moins dans la salle de bain. Top. Mais il n'y a C'est pas de règle absolue, hein, attention, hein. Oui. C'est-à-dire que on peut vraiment adorer le vert et puis l'adapter à la pièce et donc le choisir en pastel, en demi-teinte, en très sombre, pourquoi pas, pour que le rendu soit élégant, euh, végétalisant, je dirais, et nous laisse quand même la possibilité de nous maquiller correctement. Il y avait aussi j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont expliqué choisir des intérieurs neutres et apporter des touches de couleur sur l'ameublement, sur le coussin, sur la déco. D'ailleurs, on n'a pas parlé avant cette question-là de tout ce que tu conseillais. Tu conseillais de la peinture, mais il y avait aussi, tu donnais des conseils sur les tapisseries. Est-ce que tu donnais des conseils autres? Enfin, moi, c'était essentiellement ça, mais est-ce que Oui. t'allais jusque l'ameublement, le revêtement de certains Oui. canapés? Oui, en fait, c'était global. On faisait l'état des lieux d'une pièce, d'un projet, donc du budget qui était alloué à ce projet. Et puis, ensuite, de façon la plus rapide et la plus efficace possible, je conseillais d'abord la couleur. C'était mon point de départ. Et évidemment, le système d'éclairage, l'ameublement. En fait, on considère un intérieur par son volume tout entier. Évidemment, les couleurs interfèrent à la perception de ces volumes, euh, mais naturellement, on va dire, je suis sensible à tout ce qui va constituer ce décor, et donc oui, il y a il y a encore d'ailleurs une vraie tendance au motif, au papier peint. Je crois que choisir un papier peint et bien le doser est un exercice presque aussi compliqué que de choisir les couleurs de sa cuisine. Et donc, mon conseil était, on va dire, relativement global, dans le sens où les décors tout entiers pouvaient répondre aux... Donc, la tendance de tout mettre en couleur neutre, blanc, crème, et d'apposer la couleur par touche. Parce que tu as parlé tout à l'heure qu'on pouvait se lasser de couleurs. Est-ce que cette technique, tu la vois de plus en plus ou maintenant les gens reviennent à la couleur et font des choix radicaux de se faire un mur complètement vert ou complètement d'une couleur? Ou est-ce qu'on est prudent parfois en se disant, allez, on met tout neutre et on vient apporter des touches de couleur? Est-ce que tu constates un truc dans ce sens-là ou pas? Oui.
Euh, alors j'ai la chance d'avoir des clients qui sont tous vraiment très différents. J'ai des personnes absolument indécises sur les choix de couleurs, sur voilà, le risque à prendre d'aller peindre un mur de telle ou telle nuance. Et puis j'ai des artistes, des gens très libérés, mais qui ont besoin d'un regard extérieur, je dirais, sur leur projet de décoration. En fait, il y a tout type de profil. Euh, je dirais que mon conseil dépendra du style de la maison. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller dans un effet trop neutre, beige, brun, gris, blanc, pour un intérieur qui est déjà contemporain, cubique, euh, très ouvert et très lumineux, simplement parce que le risque serait d'obtenir un intérieur un peu impersonnel, plutôt froid. Euh, et puis le vrai terme, je pense que c'est monotone. Alors évidemment, on peut partir d'une base de ton neutre et puis l'agrémenter de touches plus ou moins vives de couleurs. Là aussi, je considère que c'est une forme de non-choix, c'est-à-dire qu'au risque d'avoir peur de se lasser d'un intérieur, alors on va y mettre une touche de rose ou d'orange simplement sur le coussin du canapé. À vrai dire, le dosage ici est pas très très bon. Ce qu'il faut, c'est une dominante neutre, je dirais à peu près à 60% de la surface à peindre. Ensuite, on choisit quand même un parti pris de préférence, donc une nuance clairement distincte, un bleu, un vert, un rose, en tout cas de la vie, quelque chose de vivant et d'expressif. Et puis ensuite, on vient à poser des touches de couleurs vives, sombres, en motif, en matière, et j'en passe. Mais là, peut-être à raison de 5 ou 10%. Voilà. Si on passe outre cette touche de couleur, cette identité de, décorative, alors je crois aussi qu'on passe à côté du potentiel d'une maison et certainement du bien-être qui en ressort. Il faut savoir que la couleur n'existe pas. En fait, ce sont des vibrations électriques, donc on a des picots dans le fond des yeux qui enregistrent ces vibrations. Et puis, on sait, au travers de l'éducation qu'on a reçue de la couleur, que cette vibration peut être bleue, jaune ou rouge. Tout ça pour dire que la couleur est vibration, la couleur est vie. Et si on n'utilise pas la couleur en décoration d'intérieur, alors on obtient un décor plutôt figé et assez peu vivant. Top. Alors enfin en fait j'ai plus de questions que ce que j'avais préparé. Je suis désolée, mais ça m'inspire plein de choses. J'ai pas mal de designers d'intérieur autour de la couleur végétale. Alors ma première question, c'est est-ce que par rapport à la couleur végétale, tu as et tu peux répondre comme on avait préparé dans le sens très franchement. Est-ce que tu as vu une arrivée de la couleur végétale, que ce soit dans la peinture, dans la tapisserie? Est-ce que tu vois la couleur végétale au sens vraiment issue de plantes, la couleur issue de plantes dans le design intérieur, etc. Non. Voilà, c'est très cash. Non, Non. non, non, Ok. c'est pas ça. C'est que hier, par exemple, j'étais au Comité français de la couleur. Bon, et il a toujours, enfin tout le long, était question de fleurs, de plantes. Il y a une prise de conscience, c'est évident. Maintenant, entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Euh, alors, pour parler de ce que je sais, par exemple, l'éditeur de peinture ressources est en catégorie A+. Il a obtenu un écolabel, et ce bien avant les normes européennes. En fait, on parle de COV. Les COV sont les composés organiques volatiles. C'est-à-dire que c'est inhérent à la fabrication de peinture depuis déjà des années. Ressources a fait en amont
l'effort et les recherches nécessaires pour réduire au maximum ces COV, parce qu'on sait, et ce depuis quand même un bon bout de temps, que tous nos matériaux utilisés en décoration d'intérieur sont plus ou moins polluants. Et c'est un problème assez grave qu'il a fallu gérer au plus vite. Néanmoins, si on veut conserver une palette de couleurs qui est très étendue, si on veut une résistance aux UV qui soit optimale, si on veut une application aussi qui soit aisée, et enfin, si on veut un prix qui soit, on va dire, cohérent avec le marché, alors on est quand même plus ou moins obligé, je crois, aujourd'hui, d'utiliser la chimie. Et donc, en fait, cette prise de conscience ira, je pense, en lien direct avec le coût et donc le prix qu'on veut bien y mettre. Oui. Voilà, il y a eu énormément d'abus. Il y a aujourd'hui une sorte de retour en arrière, voilà, les réemplois, l'optimisation justement de l'utilisation des pigments dits naturels. Ça ne marche pas pour tous les sujets et ça marche plutôt lentement jusqu'ici pour la peinture et dans la décoration d'intérieur. Alors, c'est ce que j'allais dire, il y a des démarches, c'est-à-dire que, tu vois, les techniques de badigeon d'antan, où on utilisait notamment des terres ou de la matière naturelle, etc., ça influe aussi, enfin, ça inspire aussi à le travailler sur le végétal. On a sur les peintures, donc il faut bien comprendre que la base d'une peinture peut être biosourcée, issue de végétaux. Donc, on a notamment reçu la marque Bao, qui, elle, travaille, donc, sa base, je ne sais pas si on appelle ça une résine ou... Bon, la base de la peinture est issue de déchets de plantes, mais la couleur n'est pas de la couleur végétale. Ça, il faut bien distinguer les choses. Par contre, ils se sont inspirés d'un nuancier qui avait travaillé une teinturière végétale pour, tu vois, avoir des couleurs qui soient très semblables aux couleurs végétales. Mais en aucun cas, c'est de la couleur végétale. Après, ce que je pense, c'est que c'est en train de se questionner. Les gens sont, comme tu dis, il y a un vrai retour vers le naturel, mais il y a des contraintes techniques, il y a le prix. Et comme on part sur un sujet qui est très peu... enfin, pas très peu, moi je baigne dedans, donc je vois qu'on est quand même nombreux. Mais je veux dire, par rapport à la synthèse, on a énormément de chemin à faire aussi. On a des arguments valables, mais on a aussi, comme tu disais, stabilité, tenue aux UV, etc. On a encore du chemin à faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec la mobilisation qu'il y a aujourd'hui et peut-être des recherches qui sont en train d'être faites, peut-être que c'est un avenir qui n'est pas si lointain que ça, mais il y a encore des contraintes techniques, on est complètement raccord. J'ai vu aussi des tapissiers qui se remettaient à intégrer des pigments végétaux. Est-ce que ça, tu en as vu ou pareil, c'était pas forcément... Toi, tu étais plus peinture quand même, mais est-ce que tu as vu des tapissiers ou des pigments réutilisés dans l'ameublement? Encore un nom. En fait, non, dans le cadre de mon emploi, effectivement, c'était complètement Ouais. anecdotique. Et donc, tous les éditeurs que je pouvais distribuer, que ce soit en papier peint, en peinture, en tissu aussi, parce que j'avais aussi une vraie spécialité, j'ai toujours une vraie spécialité dans les rideaux, les choix des tissus. Non, tout ça a été issu, malheureusement, de l'industrie pétrochimique. Bon, donc j'en profite pour passer un appel, si tu me veux bien. Si Oui, vous êtes fabricant de papier peint, de tissus d'ameublement, de tout ce que vous voulez, que vous utilisez les couleurs végétales ou vous êtes en chemin vers ça, n'hésitez pas à vous faire connaître parce qu'on sera heureux de vous mettre en avant, vu que c'est un peu ce qu'on est en train de chercher là oui. dans notre épisode. Est-ce on a oublié des sujets sur notre première partie? On n'a pas parlé des familles des couleurs, tu me disais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, est-ce que tu peux nous en parler avant qu'on passe à chromaturgie? Oui. Alors, un tour d'horizon des familles des couleurs, c'est pour essayer de comprendre un peu mieux en réalité de quoi on parle depuis le début. Elles sont classifiées et
été dissociées les unes des autres par des termes très simples et surtout pour des effets chaque fois très différents. On peut commencer par les pastels. En fait, une couleur pastel sera une couleur franche dans laquelle on aurait ajouté du lait, par exemple, pour se faire une idée précise du visuel. Voilà, les pastels sont inconsciemment et presque systématiquement associés au ton plutôt féminin, très doux. Ensuite, il y a les acidulés. Alors, les acidulés sont des couleurs qui évoquent une forme de transparence. Pour faire une image, on peut se représenter les dragibus. Donc, ce sont des couleurs assez vives, mais plutôt en transparence, comme si elles émanaient une forme de lumière. Après, il y a les vifs. Alors, les vifs, en fait, sont plutôt associés à la signalétique. Donc, un bleu électrique, un jaune primaire, etc. Voilà, ce sont les vifs. Après, il y a les profonds. Donc, on peut reprendre l'idée des vifs, mais en fin de journée. C'est comme une couleur très vive, mais posée dans l'ombre, en fait, qui est en train de s'éteindre. Il y a les mi-teintes aussi. Les mi-teintes sont des couleurs qui évoquent la nostalgie. C'est comme le souvenir d'une couleur, donc tout ce qui fait un peu vintage, si ce mot est utilisé un petit peu partout et n'importe comment, mais voilà, il est filtré, il est lui aussi un peu en train de disparaître. Il y a les gris colorés, donc ça c'est pour les ambiances calmes, voilà, il y a une forme de discrétion, donc c'est toutes les teintes qui sont à base de gris, à dominante de gris, mais à l'ascendant coloré, donc un gris rouge, un gris vert, etc. Et puis enfin, il y a les neutres, qui eux sont à utiliser en toutes circonstances. Je parle toujours de la décoration d'intérieur, mais dans des dosages plus ou moins importants en fonction du projet. Donc les neutres sont en fait les beiges, les bruns, les gris, les blancs. Sont toutes ces couleurs qui vont permettre d'appuyer le décor, de l'asseoir, et puis de mettre en valeur des couleurs qu'on va leur associer. Génial. Je voulais juste faire un petit parallèle avec les pastels. On a souvent classé la couleur végétale dans des tons pastels. Oui. Et en fait, c'est un préjudice parce que tu verrais les couleurs pétantes qu'on arrive à avoir avec les plantes. Oui. Donc, je voulais juste le repréciser. Non, la couleur végétale ne donne pas des tons pastels. Si les teinturières veulent du pastel, c'est exactement ce que tu dis. Elles travaillent la couleur. Les termes que tu as employés, rabattre des couleurs, etc., c'est des choses aussi que travaillent les teinturières. Une fois une couleur obtenue, elles peuvent encore la travailler derrière. Donc, allez voir tout sur les réseaux sociaux, partout dans les bouquins. Non, la couleur végétale, c'est pas de la couleur pastel toute fadasse. Ça, c'est vraiment un préjugé qu'on a collé à la peau. Et voilà, je profite de glisser ce petit argument. Et je crois savoir d'ailleurs que le rendu de la couleur dépend beaucoup de la matière qui est teintée. Exactement. C'est-à-dire qu'avec un même ingrédient, on peut avoir des nuances plus ou moins franches s'il s'agit de laine, de lin, de coton. Exactement. Oui. En fait, si c'est une fibre animale, elle prend très bien la couleur, il y a une vraie flamboyance, etc. Et quand tu es sur des fibres cellulosiques, donc coton, chanvre, lin, etc., ça donne encore autre chose. Et ensuite, il y a toutes les techniques que maîtrise à la perfection. Là, on parle beaucoup de teinturières, mais tu as aussi ceux qui travaillent les beaux-arts. Tu as tous les acteurs de la couleur végétale qui peuvent travailler en amont la couleur par rapport à la préparation du support, la couleur en tant que telle et tout ce qu'il y a après, donc les nuançages, les rabattre des couleurs, la patine aussi. J'ai appris ça avec le costume, la patine, je connaissais pas. Donner une vie à un tissu pour que, voilà, qu'on sente un vécu, une histoire, tu vois. Bon, bref, franchement, tu vois, comme je suis admirative de ces gens qui travaillent. Et non, mais c'est quand même fou. Bah Oui. oui, c'est quand même fou, quoi. De plantes, obtenir de magnifiques couleurs et avec des gens qui ont des savoir-faire de dingue. Mais c'est vraiment des techniques qui nous ont précédés, qui sont ancestrales, hein, qu'on a malheureusement oubliées, mais
mais pour Et lesquels il faut revenir plus que bah, jamais. clairement. Mm. Et tu vois, on a un retour que de finalement 170 ans sur les couleurs de synthèse, pas plus. D'accord. Alors que la couleur végétale, tu Oui, retrouves dans des tombes des milliers de d'années. 5000 ans des Oui, couleurs oui. du rouge. Mm. J'avais eu une anecdote aussi où ils avaient retrouvé dans une tombe, c'est Michel Garcia qui m'avait raconté ça, ils avaient retrouvé dans une tombe des os rouges. Et en fait, c'était pas les os qui étaient rouges, c'était la garance du tissu qui, après que le tissu se soit décomposé, le pigment s'est posé sur les os. Tu vois, pour te dire à quel point elle peut tenir cette couleur végétale. Donc, c'est ça aussi, c'est le retour qu'on a de l'histoire. Bah, les colorants synthétiques, on a un retour que depuis 170 ans sur les potentiels méfaits pour la santé ou pour l'environnement. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on se questionne là-dessus, juste voilà, poser ce petit débat. Bon, alors, si tu veux bien, on va arriver tout doucement vers le lien entre ta perception couleur et le parfum. Je serais hyper ravie que tu puisses expliquer aux auditeurs comment tu as réfléchi ton concept de chromaturgie et nous expliquer un petit peu bah, ce que ça... Parce qu'on voit, alors je le dis pour les auditeurs, allez voir la vidéo sur YouTube puisqu'on a du visuel et donc vous pourrez voir bah, les produits finis et les couleurs que ça donne. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup chromaturgie, l'idée depuis le début et où tu en es aujourd'hui? Alors le mot d'abord, chromaturgie, est apparu un peu par hasard. Je cherchais un mot qui puisse exprimer cette technique. Et puis un jour, j'ai imaginé chromaturgie. Et en fin de compte, en allant voir sur le net, je me suis rendu compte que c'était un mot qui n'existait pas. Donc ça a été une grande chance pour moi. Je l'ai déposé sous beaucoup de domaines. Et donc j'en ai aussi créé la définition, puisque c'était un mot inventé. Alors il y a un mot en français qui pourrait euh, être assimilé à la chromaturgie, c'est le mot chromurgie. Alors, c'est un mot qui est un peu moins sexy, je dirais, et qui veut dire en fait, c'est la technique qui permet de créer des couleurs. Maintenant, pour moi, la chromaturgie, c'est passer d'un sens à un autre, et c'est une technique donc, qui me permet de traduire la couleur en parfum. Euh, donc je le disais au départ, j'ai une cliente qui m'avait fait cette réflexion hein, et qui avait relié malgré elle ma passion et mon métier. Et puis j'ai cherché longtemps une technique qui puisse me passer d'un sujet à l'autre. Et en fin de compte, je me suis beaucoup appuyé sur mes techniques de colorimétrie. Je sais, au travers de mon métier, comment décomposer n'importe quelle couleur. Donc je suis parti de ce constat très simple. J'ai choisi une couleur au hasard dans les stades de test. J'ai décomposé cette couleur, j'en ai obtenu un certain nombre de pigments dans des euh, quantités plus ou moins importantes. Et puis j'ai ensuite transposé cette image d'une décomposition de couleurs à la parfumerie. Et donc j'ai adapté chacun de ces composants, chacune de ces nuances à des matières premières. Et donc ces matières premières étaient assemblées dans les proportions de la couleur. Et à l'assemblage de toutes ces matières premières, j'obtenais un parfum et j'obtenais comme par magie le parfum de cette couleur. Alors il y a une forme d'universalité, c'est-à-dire qu'une orange sans l'orange, si je prends un pigment, que j'y mets de l'extrait d'orange et que je le mélange comme je viens de l'obtenir, eh bien étrangement, la nature étant bien faite, puisque c'est elle qui a presque déjà fait tout le travail, le parfum qui en ressort s'harmonise naturellement euh, à la nuance qui lui est associée. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. En fait, il y a eu quelques essais malheureux, mais surtout beaucoup de réussite. Le gros de mon travail a été de sélectionner un nombre restreint de couleurs. Parce que, en fait, le problème, s'il y en a un, c'est les coûts. En fait, la production, les essais, les tests, ensuite les normes européennes Mhm. et tout ça coûte énormément d'argent.
Donc j'ai sélectionné 9 couleurs que j'ai décomposées, que j'ai recomposées olfactivement. Et ces 9 couleurs composent aujourd'hui la gamme de chromaturgie. Voilà en gros. En fait, tout ça est venu là aussi naturellement. Je suis synesthète. Donc la synesthésie, qu'est-ce que c'est? C'est une modification de la perception. En fait, depuis toujours, j'associe les couleurs à un parfum. Je ne peux m'empêcher de relier mentalement et certainement aussi physiquement une nuance colorée à une impression parfumée. Donc ça s'appelle la synesthésie. Après, la synesthésie est particulière à ces deux domaines. Elle peut s'appliquer à beaucoup d'autres sens. Il y a plein de musiciens, par exemple, synesthètes, je pense à Tom York, qui, chaque fois qu'il joue une note d'un instrument quelconque, il envoie aussi une couleur. C'est dingue. Et donc, cette expérience, en fait, j'ai toujours eu ça en moi, pensant qu'il s'agissait de ma sensibilité, pensant aussi que c'était une impression mentale tout à fait personnelle, sans savoir que ce phénomène existait et pouvait même être partagé. Et ce qui me motive aujourd'hui, c'est au travers de la chromaturgie et donc de mes créations olfactives, c'est de partager l'expérience de synesthésie. C'est-à-dire que sans en être tout à fait touché, on peut désormais comprendre et faire le lien entre une couleur et son parfum. J'ai peur d'admettre, mais je crois bien que je suis sur un langage carrément universel. C'est très fort, mais c'est ça. C'est génial. Est-ce que tu peux, parce que je sais que je l'aurai la question, tu peux nous parler des 9 couleurs que tu as choisies? Une image vaut mieux qu'un long discours. D'accord. Donc là, tu vas pouvoir nous expliquer cette fameuse histoire de décomposition. Vous voyez à gauche sont les cercles concentriques de la première référence. Je l'ai nommé stimulant. En fait, c'est un jaune un peu vert rabattu. Et pour obtenir la nuance qu'on a au centre de ces cercles concentriques, je dois utiliser tout ce qu'il y a autour. Et donc, pour décomposer cette couleur, en décomposant cette couleur, j'obtiens tous les éléments que vous voyez à droite de l'image. Donc, il y a un jaune, un ton très sombre qui est un gris noir, du gris, un vert prononcé et puis un ton un peu bordeaux. Voilà, donc j'obtiens toutes ces composantes dans justement ces proportions. J'ai beaucoup travaillé sur la classification de matières premières. En fait, de nouveau, par le biais de ma passion pour le parfum, je connais les associations heureuses, voilà. Je sais souvent de quoi est fait un parfum, et puis j'affectionne plus ou moins voilà, des matières premières. Et donc j'ai classé toutes ces matières premières en familles de couleurs, c'est-à-dire que la première nuance qui est jaune, c'est un agrume. En fait, l'agrume est naturellement jaune, en tout cas dans mon esprit. Le second, c'est un gris noir et c'est l'extrait de santal, qui est une matière très sombre et plutôt forte, etc., etc. Et donc, quand je mélange l'agrume, le santal, Le jasmin blanc, le cèdre et la pomme, c'est t'obtiens. ça, merci. J'obtiens le parfum de ce jaune rabattu, qui est un parfum d'agrumes que j'ai voulu amer. En fait, en parfumerie, on trouve beaucoup de parfums d'agrumes. Je l'ai imaginé un peu différent et donc j'ai travaillé avec l'amertume. C'est simplement dû à mes origines. Je suis du nord de la France. Chez nous, on adore la bière, les endives, comment dire, La chicorée. chicorée, voilà.
Et donc, j'ai une affection particulière pour l'amertume et j'ai voulu le retrouver dans ce parfum d'intérieur. Et en fait, le parfum est très versatile, c'est-à-dire qu'il s'adapte même à une cuisine. Il a tendance à Ah, repousser les mauvaises odeurs. Voilà. Donc il a un côté assez surprenant en note de tête, c'est-à-dire quand on vient de parfumer, mais il est très vite addictif parce qu'il a une forme d'élégance due à cette amertume. Donc ça, c'est un exemple d'une décomposition de couleurs et d'une technique de chromaturgie. On peut d'accord. Donc, tu as peut-être montrer. 9 couleurs comme ça. J'ai 9 couleurs comme ça, voilà. Je défile? Alors il y a une autre image où on voit les matières premières. Ce sera peut-être, Ah, là, ce on sont les voit. visuels. On voit le Waouh. produit, donc le packaging qui était très réfléchi, hein. Le flacon en 100 millilitres qui correspond à peu près un peu plus d'un an d'utilisation. Il est posé sur un objet que je façonne de mes mains. En fait, c'est de la faïence, c'est une terre qui est cuite une fois et qui est contrecollée sur du bois qui est éco-sourcé, un palais qui a été façonné dans le Jura. Et donc, cette matière reçoit le parfum, elle est diffuseur. C'est-à-dire qu'à force D'accord. d'utilisation, elle va s'imprégner de plus en plus fort et elle va prolonger l'effet du parfum. On parle de rémanence. Donc c'est un objet qui est très beau, qui Mm. évoque vraiment l'artisanat et surtout qui est très utile pour la diffusion du parfum choisi. D'accord. Ça va beaucoup plaire de voir les plantes, les écorces, les Oui, essences et tout. C'est magnifique. c'est Ok, ça, donc je continue. tout à fait. Ah, d'accord. Et Ah ici ouais. sont toutes les nuances qui ont été travaillées. Alors, sachez que pour le moment, je commercialise les trois premiers, le jaune, le gris bleu et le brun. Arriveront très vite les, les trois suivants, donc les couleurs plutôt chaudes, et Mhm. puis enfin les couleurs froides. Voilà, vous avez un tour d'horizon de mes créations, sachant que comme pour le sujet de la couleur, euh, les, les possibilités sont presque infinies. C'est ce qui Mm. est magique aussi avec cette technique. C'est génial. Alors attends. Et Ah ouais, là, d'accord. on reprend, on va dire, la décomposition de couleurs. Donc on comprend mieux ma façon de classifier les matières premières. En fait, je n'ai fait que constater Mm. une couleur euh, qui est attribuée à une matière première. Et donc ce jeu entre parfum et couleur est dû simplement à cette relation directe qu'il y a entre la couleur et la matière première. En fait, D'accord. le principe est très très simple. Il n'existait pas avant moi. À vrai dire, j'ai pas vraiment compris pourquoi, parce que euh, de façon très logique, et quand on a la chance de sentir ces parfums, on comprend très vite, on comprend presque mieux euh, que la nature est vraiment incroyable et surtout qu'il y a un lien direct entre parfum et couleur. Génial. Est-ce qu'il y avait d'autres images que tu voulais que je montre ou Non, non? non. Bon, après, Non. des images, j'en ai beaucoup. Vous pouvez les retrouver sur mon compte Instagram. Je suis assez actif. J'ai aussi une page Facebook. Il y a une chaîne YouTube. Voilà, j'ai un Ah, on va mettre LinkedIn tous et les j'en liens. passe. Ok, bah je mettrai tous les liens. Je mettrai tous les liens pour que les personnes aillent retrouver tout ça. Oui. Euh, Il suffit de question, taper chromaturgie sur Google et puis c'est moi. c'est toi. Bon, top. Bon, hyper intéressant cette démarche, cette correspondance couleur-parfum. Ça me fait penser aussi pour faire un petit parallèle à la couleur végétale, et c'est un peu ce que tu montres dans tes photos, c'est que tu vois, les gens se disent en regardant une plante, par exemple une plante bleue, ils vont penser que la fleur va faire du bleu.
alors que c'est pas du tout le cas. Mm. Tu vois, par exemple, le pastel des teinturiers a une fleur jaune et il donne un magnifique bleu. Et on a plein de cas comme ça où en fait on est trompé par ce qu'on voit et c'est pas la couleur qu'on obtient. Et ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que tu vois, le pomme, je n'aurais pas vu ce bordeaux. Alors qu'en fait, là, en voyant, tu vois ce que je veux Alors, dire ce ou qui se pas? passe avec la pomme, par exemple, et je l'ai expliqué, c'est qu'en travaillant l'amertume du fruit, en fait, j'ai plutôt travaillé la peau de Ouais. l'agrume et la peau de la pomme. Et c'est la raison pour laquelle ce rouge était associé à la pomme, parce que c'est pas tant la chair, mais plutôt la peau qui m'a intéressé, en tout cas pour la création de ce parfum. D'accord, ok. Alors, donc on retrouve les produits donc sur Internet Oui, ou il en y a un site boutique? internet marchand qui est simplement chromaturgie.fr. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'y résume la démarche, l'histoire, etc. Bon. Et puis, sur chaque fiche produit, vous avez aussi une petite expérience synesthésique. En fait, j'ai tâché d'exprimer, d'expliquer, d'évoquer chaque parfum par l'image, qui était la grande difficulté. Vendre du parfum à distance, c'est jamais évident. Alors, même si la chromaturgie euh, comment dire, permet de passer de la vue à l'odorat, parce qu'on peut imaginer plus aisément un parfum grâce à sa couleur. J'ai aussi créé des petites animations qui sont directement composées de ces éléments, ces pigments, ces cercles et ces proportions. Euh, voilà, et elles sont associées à un mouvement et également à du son. En fait, la synesthésie, c'est tous les sens à la fois. Et donc, ces Ah. petites animations permettent encore plus euh, l'immersion vers la synesthésie et vers le parfum et sa couleur. Bon, top. Donc on envoie nos auditeurs aller regarder tout ça. Je mettrai tous les liens. Ce que je voulais savoir, parce qu'on va me la poser la question, est-ce qu'on est sur des parfums naturels? Et en préparant, c'était hyper intéressant cette remarque. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, sans dévoiler bien sûr ce que tu n'as pas le droit de raconter, mais comment tu as créé ces parfums? Est-ce que c'est du naturel? Et nous expliquer ça, s'il te plaît. Alors, les parfums, en fait, je ne suis pas né Né, euh, le nez, hein. avec le Je ne suis Z. pas née. Ouais, avec le Z. Euh, En fait, j'ai un cahier des charges qui est extrêmement précis, une liste de matières premières à utiliser. Ensuite, pour ce qui est de la composition et de l'élaboration du parfum, je fais appel à un cabinet d'experts situé à Grasse. Simplement, ils sont chimistes, ils se chargent aussi de toutes les normes et puis tout ce qui est un petit peu technique et embêtant, en tout cas à mes yeux. Je me contente de fantasmer, on va dire, le concept et de le prévoir, de l'imaginer en amont. Et puis eux le façonnent et l'assemblent dans les règles de l'art. Voilà. Alors, pour répondre à la question de la naturalité du parfum, il faut savoir que la parfumerie, depuis déjà un grand nombre d'années, est devenue moléculaire pour des raisons en fait qui sont très logiques. En fait, un parfum qui est de synthèse, dit de synthèse, est plus durable. Il est moins cher, il est plus stable et on peut dire aussi qu'il est plus créatif. Alors, en gros, un parfum de synthèse tend à protéger la nature. C'est-à-dire que quand je veux, par exemple, un extrait de rose, pour obtenir quelques milligrammes d'extrait de rose, il va me falloir une quantité énorme de fleurs. Alors ça inclut aussi la main-d'œuvre, le temps, l'énergie, euh, Transport, etc. Ouais. voilà, l'eau, enfin, énormément de contraintes liées à cette production. Qu'au niveau synthétique, moléculaire, on peut obtenir quelque chose d'extrêmement équivalent pour un coût beaucoup moins élevé. Euh, Mm. et voilà, encore une fois, dans une logique écologique normale. Donc, très vite, des matières premières qui ont été par le passé complètement inaccessibles parce que excessivement chères, rares, etc.,
sont Préservé devenus, parfois aussi. oui, sont devenus des matières beaucoup plus abordables et avec lesquelles on a pu travailler et qu'on a pu vendre à prix aussi beaucoup plus raisonnable. Donc il y a vraiment cette histoire de coût. Après, dans la parfumerie dite de niche, alors la parfumerie niche, c'est une parfumerie qui ne répond pas forcément à un marché. C'est-à-dire que le parfum de niche n'est pas forcément séducteur. Il évoque une impression, une émotion, un souvenir, etc. Mais dans la pure expression, je dirais, sans pour autant essayer d'être portable ou séducteur. Voilà. Et donc moi, c'est ce que je collectionne hein, depuis des années, c'est plutôt le parfum de niche. Et dans le parfum de niche, on a, grâce aux techniques de parfum de synthèse, on a pu créer comme ça des extraits de parfums différents. C'est-à-dire que en ce moment, par exemple, c'est la tendance du lait. Il faut que le parfum soit laiteux. Bon, on n'arrive pas à extraire simplement le parfum du lait d'une façon tout à fait classique. Par contre, aux techniques de chimie, eh bien, on peut retranscrire cette impression lactée euh, Oh, c'est dingue. de façon assez efficace et rapide. Alors, il y a aussi, je pense à tout ce qui est notes de métal, euh, les encres, Mhm. d'autres. En fait, il y a énormément de. Il y a un panel qui est absolument extraordinaire, hein, mais voilà, qui est aussi dû à cette technique de parfumerie plutôt moderne. Et puis ensuite, on parle de stabilité, de qualité, parce qu'une matière première va être dépendante de la météo. Euh, un petit peu C'est vrai. comme on l'a dans le vin, par exemple, les cépages. Et donc, si on veut une stabilité de fabrication, eh bien, les, comment dire, les parfums de synthèse sont tout à fait appropriés parce que beaucoup Hum. plus Reproductible. oui, tout à fait. Donc, souvent, ce qu'on craint, c'est le côté allergène des choses. Il faut savoir que les normes européennes sont extrêmement drastiques et que quand un produit est commercialisé, qu'il répond aux normes CE et CHA, enfin, ce sont des normes Hum. Ouais. vraiment particulières à la parfumerie, il n'y a aucun risque de toxicité, ce qui n'est pas forcément le cas avec des matières premières dites naturelles. Par exemple, des huiles essentielles mal utilisées peuvent être nocives pour la santé, alors qu'elles sont issues d'une matière naturelle. Mais Naturel. voilà, C'est hyper bien de le redire. Végétal ne veut pas dire inoffensif. exactement. Et naturel ne veut pas dire aussi inoffensif. Voilà. Et donc, le parfum de synthèse ne veut pas dire non plus chimie Poison. polluante ou Ouais, dangereuse pour la santé. Ça n'a absolument rien à voir. Il faut aucun faire la rapport. distinction des deux. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, là, on refait un pas vers la couleur et les problématiques de couleur. On est sur les mêmes choses, c'est-à-dire que la couleur de synthèse, on y est passé parce que justement, c'était reproductible, c'était plus facile à produire, il fallait pas cultiver énormément de plantes, ça pouvait être constant, la couleur était la même, il n'y avait pas les notions de vivant, de terroir, de tout ça. Donc on est vraiment, tu vois, c'est marrant, on reboucle Oui. avec cette notion de couleur. François-Charles, est-ce que nous avons oublié des choses dans notre épisode avant que nous passions aux petites tendances que tu vas nous révéler, que je n'ai pas oubliées pour les auditeurs, sinon je me serais fait rattraper par la patrouille. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées où tu te dis, c'est quand même important qu'on en parle avant qu'on ne se laisse? Oui, la semaine dernière, je suis tombé sur un article, en fait, pour parler couleur, pour savoir ce qui se passe en ce moment autour de la couleur, en fait, pour l'information de tout le monde. Il faut savoir que cette année, il y a la Biennale de Venise. En fait, moi, je suis très branché art, hein, c'est ma formation, c'est aussi l'une de mes passions, voilà. Les inspirations premières
viennent toutes du milieu de l'art, de l'histoire de l'art. Bon. Et la Biennale de Venise, si vous avez l'occasion d'aller la visiter, c'est absolument extraordinaire. Ils ouvrent des lieux inaccessibles au public habituellement pour des installations artistiques absolument extraordinaires. Et puis il y a des pavillons, en fait, et la France aujourd'hui, pour cette année, sera représentée par Ito Barada. En fait, c'est une Française, mais d'une origine étrangère, enfin elle migre en France, et qui travaille le textile, la couleur et la teinture. Donc, pour tous les auditeurs de Art Éco Vert, je pense qu'il serait très intéressant d'aller jeter un œil et encore mieux d'aller voir son travail à Venise cette année. Génial. Je pense qu'il y a un de mes invités qui m'en a parlé. C'est peut-être Tony Joanneau, qui est designer et qui travaillait avec une designeuse japonaise. Est-ce que ça peut être ça? Bon, si c'est pas ça, je couperai. Plus proche peut-être aussi, parce que Venise, bon, c'est pas la porte à côté. Sinon, pour les Lillois, s'il y en a, voilà, à Villeneuve d'Ascq, au Forum des Sciences, je crois que ça dure jusque la rentrée des classes prochaines, donc ça durera encore un bon moment. Il y a des ateliers qui s'appellent croque-couleur. C'est pour initier les tout petits à la couleur et à ses perceptions. Donc ça relie aussi tout à fait le sujet du jour et puis nos préoccupations à toutes et à tous. Donc ça peut être sympa. Génial. Si vous avez des enfants et que vous voulez les initier à la couleur. Voilà. C'est top. Tu as beaucoup d'auditrices qui travaillent avec les écoles à tout niveau, hein, oui. Pour initier justement. Donc, c'est des super astuces. J'y pense pas souvent à demander des expos ou des choses à aller voir. Avant qu'on parle des tendances que tu auras le droit de nous partager, donc tu disais que tes sources d'inspiration, c'était l'art. Est-ce qu'il y a des choses que tu regardes régulièrement pour t'inspirer, tu sais, on parle souvent alors ne te moque pas de moi, mais des mood boards, des tableaux de tendances, etc. Est-ce que toi, tu as plusieurs sources que tu consultes régulièrement parce que tu as ce côté, cette perception couleur, senteur? Qu'est-ce que tu regardes pour donner des inspirations aux auditeurs? Je regarde le monde qui m'entoure. Et je suis inspiré par énormément de choses. Alors, les artistes, oui. James Turrell, par exemple, qui travaille la couleur et la lumière, qui fait un travail absolument remarquable. Je pense à Anish Kapoor, un artiste anglophone, mais d'origine indienne, qui a déposé l'ultra noir, en fait, une couleur qui a fait polémique, en tout cas dans le milieu de l'art, mais qui travaille aussi la couleur avec un C majuscule. Je suis originaire du Nord, donc je ne peux m'empêcher de penser à Henri Matisse, en fait, que ce soit toute sa carrière, tout son travail, l'évolution de sa pratique qui est vraiment très très inspirante. Il y a la mode aussi, j'adore la mode, j'adore par exemple l'univers de Dries Van Noten, qui est un styliste anversois et qui travaille les matières, les motifs et les couleurs de façon absolument splendide, en tout cas à mes yeux. Donc chaque défilé, chaque silhouette est une pure source d'inspiration pour moi. En fait, les moodboards, je les fais en faisant du shopping virtuel, en collectant des images à droite à gauche. Et effectivement, je constate souvent qu'en mettant tous ces éléments à plat, on peut faire des liens assez logiques sur des ambiances cohérentes ou des tendances, on va dire, à venir, parce que ce sont des images qui m'appellent et qui me parlent, qui m'émeuvent. Et c'est ma façon de chercher, de m'inspirer et de rester au fait de tout ça et de la couleur est faite de façon instinctive, naturelle, je dirais, et quotidienne, carrément. En fait, je suis carrément obsédé par la couleur. C'est génial. Franchement, je sais d'avance que cet épisode va être dégusté. Je sais déjà que je vais avoir plein de retours. Alors, c'est l'heure du dessert.
C'est l'heure du dessert. Est-ce que tu peux nous parler? Donc, on rappelle le contexte pour ceux qui auraient fait autre chose entre deux. Donc, tu étais au Centre français de la couleur. Non, c'est Vous comité, êtes pardon. Comité français comité, de la pardon. couleur. Oui. Comité français de la couleur. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as le droit de nous dire pour inspirer un petit peu nos designeuses, réfléchir, nos designers, nos coloristes, nos teinturières? Alors, en fait, le comité français, il sert à réfléchir, à penser la couleur, mais de façon pédagogique, événementielle. Voilà, il y a des recherches prospectives. En fait, il y a des stylistes, des designers, des directeurs artistiques, des plasticiens. Bon, il y a moi aussi depuis quelques temps. Mais on a régulièrement, 2 fois par an, des tables rondes où on vient raconter chacun ce qui nous inspire et puis mettre à plat justement ces gammes de couleurs euh, qui vont naturellement finir, comme on le disait au tout départ de ce talk, comment, une tendance, si on veut. En tout cas, on pressent comme ça un petit peu l'avenir. On peut lire l'avenir au travers des couleurs. C'est absolument passionnant. C'est un travail collectif et joyeux et coloré. Bon. Et j'y étais hier, et donc oui, je sais de quoi sera fait le printemps-été 2028. En fait, pour essayer de résumer, bon, l'avenir n'est pas rose. Alors, je suis habillé de rose, et malheureusement, c'est pas du tout le cas. Il y a vraiment une préoccupation de l'inattendu. On ne sait plus de quoi sera fait demain. Il y a beaucoup d'incertitudes, voilà. Et tout ça se traduit aussi par des codes couleurs. Alors, euh, je l'ai dit très souvent pendant mes conseils couleurs, et puis je le redis là euh, pour tout le monde. En fait, il y a un vrai retour du marron. Le marron, les bruns, en fait, la couleur marron dans toutes ses nuances, en fait, c'est un retour à la terre. C'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que il y a une forme d'archéologie. On va chercher dans nos racines. Alors j'espère pour améliorer les techniques de teinture et puis aussi pour trouver la vérité, peut-être un sens à nos existences, mais on a besoin de se raccrocher à la terre et donc on va creuser encore profondément pour trouver toutes les nuances de la terre, donc les bruns, les beiges, etc. Et ils sont malheureusement associés à des rouges et des orangés qui sont extrêmement puissants, en lien direct avec les feux de forêt, les éruptions volcaniques et on va dire le réchauffement climatique. Donc le constat est assez simple. Pour se protéger de la nature qui devient de plus en plus menaçante et incontrôlable, eh bien, l'homme creuse pour se protéger. Voilà un peu le constat des couleurs et de l'actualité à venir. Alors, il y a aussi un espoir, d'ailleurs, on est plus que jamais dans l'actualité, c'est qu'il y a aussi une gamme qui s'inspire de l'extrêmement loin, et donc des étoiles et des planètes lointaines. En fait, C'est tout ce qui est complètement en lien avec bleu, ce qui est l'actu, hein. Ouais. cosmique, voilà, ce qui est dans la transparence, le métallisé, euh, les tons irisés, en fait, nous Mmh. inspire. C'est un peu le satellite, c'est aussi l'espoir, peut-être, d'échapper à tout ça et de rêver à un monde meilleur. Je pense à ça parce qu'il y a eu un vol autour de la Lune et qu'en fait, Mmh. on y est complètement, quoi. Et voilà, la tendance de couleur se traduit par l'actualité, euh, Complètement. un retour aux sources, euh, une planète qui s'échauffe, et puis des esprits qui cherchent à S'échauffe aussi. s'évader. Mmh. C'est génial parce que, donc, je refais un petit pont pour la couleur végétale.
tout ce qui est dans les tons bruns, on a tous les tanins. C'est vraiment Oui. les tanins, c'est en plus génial, c'est que tu n'es pas obligé de mettre du mordant pour teindre. Donc c'est vraiment des couleurs directes. Donc on a tous les tanins, on a les écorces d'arbres, les châtaigniers, la noix de Galles pour donner tous ces tons bruns. Et il y en a plein. Et là vous irez voir les teinturières qui pourront vous proposer super. Ce serait génial qu'en 2028 il y ait des couleurs végétales dans les intérieurs et que ce soit plus anecdotique mais une évidence. Dans les rouges et oranges, je pense tout de suite à la Garance qui poussait à Lille, qui pousse dans le sud, etc. Donc on utilise les racines qui donnent des rouges orangés, qui donnent du rose. Il y a aussi les coréopsis qui donnent du orange. On a le rumex aussi qui revient à la mode dans les agriculteurs en tinctorial ou les cueilleurs. Quand tu parles de la gamme sur les étoilés, je pense à la couleur structurelle. Tu sais, les ailes de papillon, toute cette lumière structurelle. Donc, cette couleur structurelle, on va recevoir un acteur qui s'en inspire pour proposer, tu vois, du maquillage pour les dames, de l'irisé pour les voitures, etc. Donc, c'est incroyable parce que, tu vois, pour une fois, les tendances, je les comprends et Ah, je les envisage. Tu vois, c'est hyper rare. Pauline, Donc, tu es tendance. génial. J'espère qu'on réussira. Je te le dis franchement, je le dis là. J'aimerais vraiment que tu vois 2028, il y ait de la couleur végétale, qu'il y ait eu des solutions pour en mettre dans nos intérieurs, sur les meubles, enfin sur les murs, ça existe déjà dans les meubles. Tu parlais tout à l'heure des rideaux, on a des super teinturières qui vous font un travail extra dans le linge de table, l'art de la table, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Les tapis, pareil, on a reçu sur le podcast le travail de la laine, du feutre. Enfin bref, je le redis, allez regarder tous ces gens d'exception qui travaillent la couleur végétale avec passion et qui pourront du coup vous faire un intérieur sain, harmonieux, c'est parce que c'est le mot que je retiens, harmonieux et avec des matières voilà, qui se cultivent et qui s'élèvent en France, la laine, le lin, le chanvre. Et en lien Voilà. direct avec le territoire. Et en lien direct avec le Quand, territoire. quand je La parlais Garance, c'est comme le des vin. Ah ouais. couleurs et des fenêtres, enfin ce qu'on voit au-delà de la fenêtre, ça vaut Ouais, on est évidemment pour tout le reste de la génial. décoration. C'est franchement, François Et la Charles, on boucle est devrait bouclée. reprendre. Ouais, mais on devrait reprendre 3 heures parce qu'il y a encore tellement de choses. Enfin, c'était vraiment génial. Franchement, je te remercie d'avoir pris le temps de passer sur tous ces sujets, etc. Je remettrai tous les liens pour nos auditeurs pour qu'ils aillent découvrir Chromaturgie. Est-ce que tu donnes encore des conseils design intérieur? Parce que on va me la poser la Oui, question, vous je le pouvez sais. Oui, comment dire, me contacter via le site internet. En ce moment, je suis sur 3 ou 4 projets. Un projet très très conséquent d'un cabinet dentaire et puis des particuliers. Voilà, je n'ai aucune donc ça, limite de créativité. top, génial. Parce que tu vois, je pense à des personnes qui créent des gammes, et je pense qu'elles seraient hyper contentes d'avoir. En tout cas, n'hésitez pas, François Charles est à Voilà. dispo. Je Je vous cherche mettrai des les points liens. de vente. Si quelqu'un Oui, m'entend, j'ai un point de vente à Toulouse. Voilà, c'est un peu compliqué aujourd'hui de, de faire découvrir un petit éditeur de parfums. Je suis tout petit et encore très modeste, mais voilà, je tâche d'essayer de faire connaître cette technique et ma création au plus grand nombre. Si quelqu'un m'entend et connaît des boutiques de décoration, voilà, des événements liés à la couleur, au parfum ou les deux, vous êtes les bienvenus, contactez-moi. Voilà. génial. Parce qu'on en a, c'est sûr, qui écoutent, donc ça, c'est top. Bon, bah écoute, François Charles, un grand merci. Et je te dis à bientôt parce que je pense qu'il y aura peut-être une suite. On verra, mais franchement, c'est hyper passionnant. Tu Merci parles de ta beaucoup. décoration? Non, je m'arrête là. Ah Je bon, m'arrête là. d'accord. Non, alors Non, quand on franchement. a fini, on refait le tour, hein. Je te voilà prévenu. D'accord, top.